Mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois, politique et foi, une rencontre avec Herman Van Rompuy. Herman Van Rompuy, Jean-Jacques Duré, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Herman Van Rompuy, est-il encore besoin de vous présenter? Vous avez été jusqu'il y a peu président du Conseil européen. Vous, Jean-Jacques Duré, vous êtes directeur de rédaction des médias catholiques. Herman Van Rompuy, quand vous voyez l'évolution de l'Europe aujourd'hui, ce qu'elle a été au départ il y a une cinquantaine d'années, ou peut-être même un peu plus, quel est le bilan qu'on voit comme ça de l'évolution de l'Europe en tant qu'institution? Le bilan, en fait, est extrêmement positif, puisque l'Europe, l'Union européenne, la communauté européenne a été fondée comme un projet de paix. On a maintenant 70 ans de paix. On est entouré, on est encerclé par la guerre. La guerre en Ukraine, la guerre autour de toute la zone de la Méditerranée. Il n'y a que les 28 pays de l'Union européenne qui sont en paix durable. Et donc ça a été le but suprême, le but premier de la construction européenne. On a commencé, autre élément positif, on a commencé à 6. Maintenant, on est à 28. On a encore des candidats aussi, par exemple, dans le Balkan occidental, ceux qui ont connu la guerre civile, ceux qui ont connu des actes qu'on peut comparer à des actes de génocide, eh bien, ils veulent entrer dans l'Union européenne parce qu'ils savent très bien, s'ils ne sont pas membres ou tout près de l'Union, eh bien, la guerre civile peut recommencer. Donc, on est maintenant à 28, rassemblant 500 millions d'Européens. Dans ces temps d'incertitude et d'angoisse, il faut retourner aux sources. Il faut voir quel était le sens de l'action, et le sens de l'action était une œuvre de paix. On a réussi. Ça, c'est une première réussite. Avez-vous le sentiment aussi que, quelque part, l'humain avait toute sa place dans ce projet, par-delà la paix, aussi que voir comment l'humain pouvait mieux s'intégrer dans une société en tant que citoyen, mais aussi en tant que personne? Oui. Bien sûr, vous pensez à la crise économique, le chômage, et l'augmentation de la pauvreté et autres. Mais malheureusement, ces dernières années, on a dû prendre des mesures pour corriger les erreurs qui ont été faites avant l'éclatement de la crise bancaire. On a été mal gérés. Plusieurs pays ont été très mal gérés, mal gouvernés. Ils ont vécu au-dessus de leurs moyens. Les Grecs, les Portugais, les Irlandais, en tant que personne, hommes et femmes, n'y pouvaient rien. Seulement, il y a eu des fautes de politique extrêmement graves. On a dû corriger ça. On a eu du mal au cœur, bien sûr. Maintenant, la chose commence à s'améliorer. Même en Grèce, il y avait les prévisions pour l'année à venir qui étaient positives à ce moment-là, hein, prévoyant une croissance de 3%. En Irlande, on aura pratiquement 4% de croissance. Donc, on est en train de passer, on a passé le creux de la vague. Il y avait de nouvelles perspectives. Il y a toujours de nouvelles perspectives. Mais bien sûr, il y a cet effort de correction, d'ajustement qui est pénible. Est-ce que ce n'est pas un peu l'échec de l'Europe? C'est l'échec de l'Europe sociale. On a fait l'Europe monétaire, on a fait l'Europe économique, l'Europe politique. Mais l'Europe sociale, il y a encore tellement de disparités que finalement, parfois, il y a une concurrence intra-européenne. Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que, en fait, notre premier but, c'est la croissance et l'emploi. C'est le niveau de vie. Et quand je vois ce qui s'est passé les dernières décennies, parce qu'il faut voir ça à terme, il y a pas mal de pays qui étaient des pays pauvres, qui sont devenus des pays à moyen revenu. Je prends l'exemple de la Pologne. La Pologne avait par exemple un produit intérieur brut par tête comparable à l'Ukraine. Vous savez, la Pologne est maintenant 4 fois plus prospère que l'Ukraine. Donc il faut voir ça dans sa perspective. L'Europe sociale, c'est autre chose. Parce que les premiers qui s'opposent à une Europe sociale, c'est ceux qui veulent défendre ce qu'on appelle les acquis sociaux. Parce que si on aura une Europe sociale, il faudra avoir le nivellement, et le nivellement se fait souvent par le bas. Hein. Donc on en parle souvent, mais dès qu'on passe à l'action, dès qu'on veut harmoniser la législation de travail, la sécurité sociale et autres, il y a une très forte opposition. Et ça appartient un peu, pour ainsi dire, à la compétence nationale.
en très grande partie. Mais notre premier but, il est social par excellence. C'est l'emploi. Comme je viens de dire, on vient de passer par un moment difficile, mais je crois qu'il y a maintenant des perspectives. Vous avez vraiment le sentiment qu'on va aller vers une Europe avec une meilleure économie, avec un plus grand souci de la personne? Il le faut. L'Europe n'est d'ailleurs pas différente des États membres. La plupart des compétences restent chez les États membres, il ne faut pas l'oublier. Quand on parle de la sécurité sociale, des législations, même les législations fiscales, c'est la compétence nationale. Les gouvernements ne veulent pas céder ces compétences. Vous savez, le budget européen, il est de 1% du produit intérieur brut européen. 1%. Vous avez les dépenses publiques dans les différents États membres, leurs dépenses publiques font 50% de leur produit intérieur brut. Donc, en tant que poids budgétaire, c'est un indicateur, mais un indicateur fondamental. Eh bien, l'Europe ne s'est pas encore suffisamment développée. Il y a aussi beaucoup de résistance par rapport au gouvernement et au Parlement, majorité alors nationale. L'Europe, en fait, participe à ce malaise de la politique en général, et l'Europe en fait partie. Mais l'Europe, il y a une malaise qui se sépare de la malaise politique en général. Donc il faut s'attaquer aux problèmes, et l'Europe n'est pas différente des États membres. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, Herman Van Rompuy, comme président justement du Conseil européen, cette montée dans certains lieux de l'euroscepticisme? Comment est-ce qu'on vit ça contre une position comme la vôtre? Disons qu'il y a la montée du populisme en général, parce que l'euroscepticisme fait partie du populisme. Bien, le populisme, il est né avant la crise bancaire. Nous avions eu en Flandre le Vlaams Belang, qui avait 24% des voix en 2004, bien avant la crise bancaire, bien avant la crise économique. En Autriche, il y avait ce mouvement qu'on a connu, qui avait à un moment donné 26%. Le père Le Pen faisait 18% lors des présidentielles de 2002. Donc le populisme était déjà très présent. Et ça reflète aussi ce genre de malaise dans la société, un malaise aussi par rapport à tous ceux qui assument des tâches d'autorité, un malaise aussi par rapport au monde politique. Ça a aussi trait à cette crise de notre société qui tient à la montée de l'individualisme. L'individualisme, ça veut dire qu'en fait, il y a ce repli sur soi-même, et moi je suis dans le bon, et les autres sont la faute de tous les problèmes qu'on a. Et le populisme saute dessus et vous dit, écoute, l'autre, celui qui parle une autre langue, celui qui a une autre couleur, ce qui vient d'en dehors de l'Union européenne, celui qui appartient à une autre religion, eh bien, c'est la faute de tous ces gens-là. Et donc, le populisme, en fait, emploie cette peur qu'il y a dans nos sociétés et qui vient de l'individualisme. Quand on n'est concerné que par soi-même, l'autre n'est pas un allié, n'est pas un ami, c'est un ennemi. Et le populisme vous dit, quel est l'ennemi? Lequel est l'ennemi? Et donc, tous ces mouvements-là, ça s'est créé en dehors, disons, de la crise économique et de la crise financière. Bien sûr, cette crise a renforcé cette tendance. Mais, comme je viens de le dire, il y a un problème beaucoup plus vaste, beaucoup plus généralisé, qui touche à la politique et à la société, dont l'Europe, l'idée européenne, fait partie, malheureusement. Je vous propose, si vous voulez bien, Herman Van Rompuy, de nous retrouver dans quelques instants pour aborder les grands défis de demain. Herman Van Rompuy, j'avais envie de vous poser comme question, la deuxième partie de cette émission, quels sont pour vous les grands défis de l'Europe qu'elle va devoir relever? Et bien sûr, à court terme, c'est vaincre la crise économique, avoir davantage de croissance et d'emploi. C'est le tout premier défi pour le nouveau leadership des institutions européennes et pour tous les États membres.
Parce que s'il n'y a pas de perspective, s'il n'y a pas d'espoir, alors, je dirais, le projet européen est vraiment sous pression et même en danger. On a maintenant eu les élections européennes. Bon, il y a eu 20% d'eurosceptiques, d'euronégatifs, ceux qui sont contre le projet européen. Mais je crains que s'il y a d'ici 4 ans pas de vraie perspective, là, les 20% peuvent être dépassés. Et le fonctionnement des institutions est en danger. Mais aussi pour les gens eux-mêmes. Il faut avoir ce nouvel essor, il faut avoir, disons, un espoir de sortir de cette crise qui dure depuis 6 ans, 7 ans. Et on a maintenant les premières indications que ça puisse se faire. La croissance pour cette année sera de 1,5% en moyenne, mais pour l'année prochaine, elle sera de 2% et même davantage. Donc, les conditions sont réunies, mais il faut réussir. Il faut réussir, il faut qu'il y ait une croissance durable. Pourquoi est-ce que je dis une croissance durable? Parce que sans une croissance économique forte, on ne peut pas financer d'une façon durable notre système social sur lequel on est tellement fier. On doit le réformer, il y a un vieillissement de la population, mais s'il n'y a pas d'infrastructure économique pour financer ce modèle social, eh bien toute la société, toute la cohésion de la société est en danger. Donc c'est un très grand défi. Il y a bien sûr aussi le climat. On vient de prendre en octobre de grandes décisions pour la diminution du taux de CO2. On fera moins 40% en 2030 par rapport à 1990. On avait prévu moins 20 en 2020. On y parviendra. Toutes les études montrent qu'on va tenir parole, mais il faut aller de l'avant pour la survie de l'humanité. C'est un grand mot, mais il s'agit de ça. Il faut aussi, bien sûr, de travailler davantage ensemble pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme, le barbarisme. En fait, non seulement sur notre territoire européen, mais aussi autour de la Méditerranée, il y a de très grands défis. Il y a bien sûr aussi ce problème de conscience qui est devenu l'immigration des gens qui passent la Méditerranée. 200 000 l'année passée. 3 000 sont morts dans la Méditerranée. On a sauvé des dizaines de milliers de gens. Ce sont ceux qui fuient, en fait, des zones de guerre. Ce ne sont pas des réfugiés économiques en tant que tels, ils ne sont même pas des réfugiés politiques dans le sens étroit du terme. Ce sont des gens, la plupart d'eux, de ces 200 000, qui fuient la Syrie, l'Irak et autres, parce qu'il y a la guerre. On doit, d'un côté humain, les aider. Bien sûr, on doit éviter, à terme, qu'ils viennent ici. Il faut restabiliser la région, il faut un développement économique. Mais ceux qui font le choix, il faut les sauver sur le plan humain. Il faut les accepter dans nos sociétés. Est-ce qu'on agit suffisamment, disons, selon notre conscience? Je crains que non. Aussi sur le plan humanitaire, la marine italienne a fait un très grand travail, mais elle a dit, bon, faute d'argent, l'Europe doit reprendre l'estafette pour ainsi dire, mais elle aussi y met pas suffisamment de moyens. C'est un des très grands défis, et je dis, c'est un problème de conscience, Lampedusa a été un moment, mais il y a depuis lors eu plusieurs Lampedusa. Donc il ne manque pas de défis, il ne manque pas de problèmes. Dans ce défi de l'immigration, est-ce qu'on n'est pas, justement, on a parlé du populisme tout à l'heure, que le populisme influence quand même indirectement les décisions de l'Europe? Parce qu'on a un peu l'impression que l'Europe va devenir une forteresse qui va se refermer. Je prends le cas syrien, il y a 4 millions de gens déplacés en Syrie, et on dit on va en accueillir 75 000 en Europe. Alors est-ce que ce n'est pas un peu dérisoire? Est-ce que quelque part il n'y a pas quand même cette volonté de se refermer? Oui, il y a bien sûr cette crainte par rapport à, disons, ces centaines de milliers de gens qui viennent vers l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on ne les reçoit pas, hein, on ne les refoule pas, hein, au contraire. Mais il y a bien sûr ce sentiment en Europe qu'on ne peut pas nier. Ceci étant dit, l'immigration reste quand même très forte. Hein. Non seulement ceux qui viennent de la Syrie, mais d'autres parties du monde. Et même dans l'Union européenne, la population est très, très inquiète par rapport à ça.
Mais quand on voit les choses d'une façon objective, hein, et je sais bien que ce discours ne prend pas aujourd'hui, hein, mais il faut le rappeler, s'il n'y a rien qui se passe, et s'il n'y a plus d'immigration du tout, on passe de environ 500 millions d'Européens aujourd'hui à 430 en 2050-2060. 400. On perd 70 millions d'habitants de l'Union européenne. Ça va non seulement freiner notre croissance économique, ça va casser la croissance économique. Et comme je viens de le dire, on a besoin de davantage de croissance pour que notre modèle social soit vivable à terme. S'il y a les tendances actuelles de l'immigration qui continuent, si on extrapole, pour ainsi dire, les tendances actuelles, on reviendra à 510 millions de gens qui habitent le sol européen en 2050-2060, c'est-à-dire pratiquement le même niveau qu'aujourd'hui. Donc l'immigration est une réponse, mais ça doit se faire dans des conditions normales, ça doit se faire dans des conditions ordonnées, mais l'immigration est une réponse à cette crise grave d'implosion démographique qu'on est en train de vivre sur le sol européen et qui continuera encore les années à venir. Madame Van Rompuy, quand vous dites l'Europe va devoir relever un ensemble de défis, mais c'est qui finalement ? Ce sont les institutions européennes qui ont parfois l'impression d'être très éloignées du citoyen. Ce sont les citoyens eux-mêmes. C'est qui ? L'Europe, c'est nous. C'est nous. C'est nous. L'Europe, ce sont d'abord les États membres. Les États membres qui, en fin de compte, prennent les grandes décisions. La Commission européenne, pour ainsi dire, a un droit d'initiative. Elle propose, mais elle ne décide pas. Elle ne décide pas. Les décisions doivent être prises par les États membres et bien sûr, quand il s'agit de législation, aussi par le Parlement européen directement élu. Mais les États membres continuent à jouer un rôle essentiel dans tout ça. Il y a les institutions européennes, et il y a bien sûr les 28 pays qui constituent l'Union européenne. C'est pour démontrer ce que je viens de dire, l'Europe, c'est nous. Ce n'est pas uniquement la Commission, ce n'est pas uniquement, disons, le président du Conseil européen, et ce n'est même pas uniquement le Parlement européen, c'est un ensemble, c'est un ensemble. Dans les parlements nationaux, on parle maintenant de plus en plus de l'Europe, et c'est une bonne chose, parce que ça veut dire, en fait, que l'Europe, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à Bruxelles, les institutions. La politique européenne est maintenant ancrée dans la vie quotidienne des gens, grâce ou à cause de l'euro, et est ancrée dans nos démocraties nationales. Je vous propose de nous retrouver alors pour la troisième et dernière partie de notre émission dans quelques instants, où nous aborderons alors vraiment la thématique de la politique et de la foi. Herman Van Rompuy, la question que j'ai envie de vous poser justement, c'est politique et foi, est-ce que c'est compatible ? Bien sûr, comme une action dans le secteur privé, une responsabilité dans une entreprise, une responsabilité quelconque dans la société doit être compatible avec l'éthique et avec la foi. Bien sûr, nous travaillons, disons, d'une façon beaucoup plus visible que d'autres gens. Mais ceux qui ont une responsabilité pour une entreprise, leur produit doit répondre à certaines exigences. On doit payer ses impôts, les entreprises et les particuliers. Tout le monde a un défi éthique. Tout le monde doit trouver sa place dans la société. Et bien sûr aussi la politique. Mais la politique n'est pas autre que tous les autres acteurs dans une société. Mais justement, d'un point de vue personnel, avez-vous le sentiment que votre propre foi vous a quelque part aussi guidé dans votre travail à différentes étapes de votre vie ? Bien sûr, je pose toujours la question. Ce que je fais, est-ce que ça contribue au bien-être général ? Ce que je fais, est-ce bon, pour employer ce mot extrêmement simple ? Est-ce que j'agis en âme et conscience ? Pour les chrétiens, il s'y ajoute encore autre chose. Est-ce que ce que je fais répond à la volonté de Dieu ? Pour ceux qui n'ont pas la foi, ou bien qui ne sont pas ce souci quotidien de référer
aux religieux, eh bien, c'est le problème de la conscience. Hein. Donc on doit se poser la question, pas d'une façon pathologique, avec ce sens de la culpabilité et du péché, hein, mais tout simplement se poser la question, est-ce que j'agis dans le bon? Est-ce que ce que j'ai fait a du sens? Bien sûr, il y a toujours en politique et dans la vie normale l'ambition personnelle. Hein. Là, on ne peut pas l'exclure et ce n'est pas mauvais du tout, ça peut être même un incitant, une motivation additionnelle. Hein. Mais en fin de compte, et certainement à mon âge, hein, quand on regarde un petit peu derrière soi, on ne se pose pas tellement la question est-ce que ce que j'ai fait est à ma propre gloire? Bon, si c'est le cas, je dirais pour la personne, tant mieux. Hein. Mais on se pose la question, mais toute mon action, dans toute ma vie professionnelle, dans toute ma vie publique, est-ce que ça a contribué au bien-être des hommes et des femmes? Et on doit faire le bilan. Est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? C'est un petit peu simple de dire « je ferai tout ce que j'ai fait hein ». C'est un petit peu simple. Mais c'est une question permanente, c'est un défi permanent. Mais à nouveau, on ne doit pas poser ces questions-là d'une façon trop pathologique, sinon on est bloqué et on se pose trop de questions, on oublie à agir. Mais ça doit être une question permanente dans une vie. Les convictions comme ça qu'un homme politique peut avoir, des convictions plus personnelles, comme celle de la foi par exemple, comment faire pour qu'elles puissent entrer en dialogue avec des personnes qui ne partagent justement pas ces mêmes convictions? Non, je dirais, on peut avoir on peut défendre, je vais le formuler ainsi, les mêmes valeurs, mais en partant d'autres positions. On peut avoir une position, une motivation humaniste pour ainsi dire, mais on peut avoir une motivation chrétienne et catholique et arriver aux mêmes conclusions. Ça, non seulement ce n'est pas exclu, dans la plupart des cas, ça se fait. Mais le chrétien a tout à fait le droit de dire et de se laisser motiver par son choix religieux et par sa foi. Il a tout à fait le droit de le faire. Il n'a pas le monopole des valeurs. Il n'a pas le monopole du bon. Hein. Il entre en dialogue chaque jour avec les autres, avec d'autres convictions, avec d'autres motivations. Mais on peut travailler ensemble et on peut partager, disons, les mêmes valeurs. Il n'y a aucun problème. Quand vous voyez aujourd'hui une tendance quand même qui vise à exclure, je dirais, la religion, ou en tout cas la philosophie, les différentes foi de l'espace public, comment réagissez-vous à cette tendance? Oui, mais moi je suis très partisan d'une séparation très stricte entre l'État et l'Église, ou la religion en général. Parce que dans toute notre histoire, l'histoire de l'Église catholique, quand il y avait trop de symbiose, ça a été la catastrophe. C'était une perte de crédibilité énorme aussi pour l'Église. Ça a empêché l'Église pendant des siècles et des siècles de jouer son rôle moral. Donc moi, je suis pour une séparation très très nette. Ceci étant dit, pour moi, ça ne m'a jamais gêné. Depuis 30 ans, 40 ans, j'ai publié des livres, j'ai fait des discours. Tout le monde connaît mes convictions et je dois dire, ils ont été respectés pendant toute ma carrière. Si on le fait d'une façon, je dirais, authentique, et ne niant pas, au contraire, cherchant le dialogue avec les autres, on peut retrouver beaucoup de respect pour ses propres convictions. Mais je suis en général un très grand partisan de la séparation entre l'Église et disons, l'État, et l'État en général, pour des raisons que j'ai évoquées et qui sont des raisons historiques. Maintenant, l'Église catholique, en fait, est libérée depuis quelques décennies de ce rôle politique, de ce lien très fort avec les États, disons, qui étaient possédés par le pape pendant toute une période. Donc, ils sont maintenant vraiment dans leur rôle moral. Et ce pape, le pape qu'on a maintenant,
encore plus que d'autres, est l'incarnation de l'authenticité. L'authenticité, ça veut dire qu'on vit selon ses principes. Ce qu'on dit et ce qu'on fait est la même chose. Je crois que c'est une très grande valeur ajoutée pour le monde et pour le monde chrétien en général. Il n'essaye pas de s'immiscer dans la vie publique et dans la vie politique. C'est nous qui devons le faire, disons, à partir de nos propres responsabilités. Mais le rôle que peut jouer la religion, que peut jouer l'Église catholique, est extrêmement grand. Et je crois que maintenant que l'Église est dans une situation, une des plus meilleures situations depuis des siècles et des siècles pour jouer ce rôle. Madame, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont particulièrement marqué dans votre action? Vous dites, tiens, ça c'est vraiment... Ou il y en a peut-être trop pour les citer. Oui, j'ai beaucoup lu et je continue à lire. Mais je vais vous surprendre. Un des livres clés dans ma vie, un des auteurs clés, a été Albert Camus, qui n'est pas un chrétien tout à fait typique. Mais à un moment donné, j'avais perdu la foi. Quand j'avais entre 18 et 26 ans, j'en ai parlé beaucoup, donc ce n'est pas un secret que je vous révèle. Et donc, lui, avec son humanisme, qui n'était pas un humanisme religieux, bien sûr, mais son humanisme m'a séduit, et je crois qu'il y a quelque chose que j'ai redécouvert à travers l'humanisme, disons l'humanisme chrétien. D'ailleurs, à un moment donné, il a dit, il faut être un saint sans Dieu. Je ne suis pas un saint, mais j'ai retrouvé Dieu. Et Camus y est pour quelque chose. Alors peut-être en conclusion de cette émission, le bilan de votre vie, mission accomplie? Vous avez encore quelques belles années devant vous. Hein, oui. Mission accomplie, oui. J'ai pu faire de très bonnes choses pour mon pays et pour l'Europe. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir reçu des opportunités pour développer, disons, les capacités que j'avais, les talents que j'avais. Bien sûr, il y a des choses que je regrette, des choses que j'aurais dû mieux faire, des opportunités que j'aurais dû saisir. Mais en général, j'ai donné. Et donc, je quitte la scène politique pas avec amertume, certainement pas avec une amertume personnelle, mais avec une sorte de, quand même, de satisfaction dans le sens, j'ai fait mon devoir, avec toutes les précautions que je viens d'évoquer, mais je laisse bien sûr à nos successeurs en Belgique et en Europe une série de défis, mais chaque génération doit prendre ses responsabilités. On fait un petit peu on essaye de faire du progrès dans le bon sens, et les autres doivent continuer. Nous sommes en fait dans une grande course d'estafette et on passe le témoin à d'autres. Merci à vous, Herman Van Rompuy, d'avoir pris le temps de nous partager votre philosophie de vie. Merci à vous également, Jean-Jacques Duré. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.